Bonjour à tous, bienvenue à tous sur cette nouvelle émission Hebdo Explore. Ça commence de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Hebdo Explore, votre petit hebdo hebdomadaire comme le veut la tradition, donc consacré à l'actualité où on parle de JV, on parle aussi d'histoire, donc on va mettre un peu des deux dedans. Donc normalement on est samedi matin, donc un hebdo matinal. J'espère que vous avez bien votre kawa, profitez-en. Hein. Donc en tout cas moi je suis sur le pont, fidèle au poste. Donc en ce week-end plutôt du patrimoine, donc des journées du patrimoine, j'ai eu une petite idée, donc c'est-à-dire tout simplement vous présenter en fait le jeu vidéo comme si c'était justement notamment un patrimoine, et vous allez voir que on va répondre à cette question durant cette petite émission. Donc n'hésitez pas à commenter dans le chat. Cette émission est disponible en replay sur YouTube et sera aussi disponible sur la chaîne Twitch Histoire Explore. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast, et peut-être que vous allez l'écouter en podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les itérations de la chaîne sur ces différents supports et de laisser un petit com, ça fait toujours plaisir parce que tout simplement je prends le temps d'y répondre, surtout quand c'est bienveillant. Ici, pas de troll, hein. On est sur une chaîne tranquille qui veut parler d'actu, de jeux vidéo et d'histoire. Alors, on va partir avec Libération. Donc, Check News. Est-il vrai que 87% des jeux vidéo sortis avant 2010 ont déjà disparu? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de cet article alors, qui a été publié en 2023, mais je l'avais réutilisé dans un précédent live. On a notamment des jeux qui ne sont plus forcément disponibles, étant donné qu'ils sont dématérialisés, et notamment on se pose la question en fait de l'archivage de ce bien culturel. Alors ça c'était un élément qui a été mis en avant par une association, alors la VGH Foundation, la Video Game History Foundation, qui ont un très bon fil sur Blue Sky, soit dit en passant, si vous voulez vous abonner. Abonnez-vous aussi à Histoire Explore. Et j'ai placé ma promo. Donc, le 10 juillet 2023, indiquant que 87% des jeux vidéo avaient disparu. Alors, c'est un chiffre qui est complètement dingo. Hein. Alors, comment ces deux associations, avec Software Preservation Network, donc une autre association de préservation du jeu vidéo, sont arrivées à ce chiffre complètement ahurissant? 2010, il y a quand même 15 ans, quoi. Et donc, l'origine de l'étude a fait analyser 4000 titres de différentes consoles à des volontaires. Alors voilà, donc on est peut-être un peu au doigt mouillé, donc voilà, il va falloir peut-être avoir un peu plus de rigueur sur l'analyse. Hein. Et donc chacun s'est vu assigner 100 jeux à examiner, donc sur une période donnée, hein, et voir si ils étaient encore commercialisés. Et sur les 4000 jeux, 13% étaient encore disponibles. Donc là oui bien sûr il y a toujours quels sont les jeux qui ont été visés par cela. Hein. Je sais pas si vous prenez un jeu d'Atari 2600, c'est évident que vous n'allez pas le trouver en commerce. Mais en fait c'est des jeux sur des consoles, je pense, des supports qui sont quand même relativement récents. Alors un chercheur de l'université de Lausanne, donc qui est quand même à la pointe aussi sur le domaine du jeu vidéo, qui s'appelle Pierre-Yves Hurel, postdoc à l'université de Lausanne, et qui est bien sûr membre du Gamelab de Liège, je pense. Centre de recherche sur le jeu vidéo, je pense que c'est ça, UNIL. Est-ce que c'est Liège? Ou c'est peut-être un autre Gamelab. Bon, enfin bref, parce que Liège, ils sont à la pointe aussi, nos amis belges, sur ce domaine-là. Qui au passage a nuancé la couverture médiatique. Ces jeux n'ont pas disparu, ils sont juste plus accessibles légalement et commercialement. Donc ça veut dire qu'on n'a plus un support pour les avoir. Alors, archives des éditeurs, s'ils ont disparu, ça c'est une bonne remarque, parce que oui, bien souvent. Est-ce que vous avez entendu cette histoire complètement folle, au Japon en particulier? C'est-à-dire que quand un jeu était fini d'être développé, tous les éléments progressivement sont mis au rebut, étaient mis à la poubelle. Donc les éléments graphiques, textuels qui permettaient à construire le jeu, etc. Tout était jeté, les ROM également. Et c'est vrai que vous avez des découvertes dans des poubelles en particulier, et vous allez voir que c'est assez récent, ça arrive encore. Hein. Où il n'était pas rare dans les années 90 que des studios en fait se débarrassent en fait de ce qui leur a permis à faire des jeux, parce que tout simplement ils n'en avaient aucune utilité et ça coûtait cher de les stocker. Et donc on a eu une destruction, je pense, sur les années 70, 80 et 90 de tout ce patrimoine-là, ou stocké dans des zones complètement improbables. Et vous avez un très très bon livre.
vous avez un très très bon livre de Alexis Blanchet qui s'appelle Histoire du jeu vidéo en France, qui indique qu'on parle du Japon, facile de taper sur les Japonais, mais tapons un peu sur les Français. Lui, il a retrouvé notamment du côté de Toulouse, alors c'était dans un lieu qui était désaffecté où il y avait une structure de recherche scientifique. Alors je me souviens plus comment il explique comment il l'a trouvé, donc dans des vieilles armoires toutes rouillées, etc. Il a retrouvé du matériel d'époque et en fait il a peut-être fait un peu de l'urbex. Il faudrait que je retrouve le livre. Donc il s'appelle Histoire des jeux vidéo en France. Donc n'hésitez pas à le lire parce que c'est vraiment passionnant. C'est vraiment une enquête. Histoire, c'est faire une enquête, je vous le rappelle, tiré du grec enquête. Et donc du coup, il a redécouvert ses sources en tant que telles qui étaient prêtes à être jetées ou peut-être dans une poubelle, etc. Et donc il a remonté l'enquête et il est remonté jusqu'au nom d'un ingénieur complètement inconnu qui avait 80 ans, donc par le biais des pages jaunes, quoi, un truc improbable. Et il a retrouvé un gars qui a développé l'un des premiers jeux vidéo en France, donc qui était pas un jeu vidéo commercial, mais un jeu vidéo en fait de recherche, c'est-à-dire permettant une interaction avec un écran, etc., mais qui peut être vu comme un jeu vidéo, une interaction avec un écran. Et donc, il s'est rendu compte qu'en fait, les studios et même les laboratoires de recherche, mais en fait, ces éléments-là, ne voyant pas le potentiel économique pour ces laboratoires de recherche, ils y jetaient. Et les studios qui développaient des jeux vidéo dans les années 80, que ce soit les Capcom, les Nintendo, etc., au bout d'un moment, ils mettaient à la benne quand ça les intéressait, ça les intéressait plus, et puis surtout, ça leur coûtait trop cher à stocker. Donc vous avez quand même des archéologues du numérique qui ont réussi à mettre la main dessus, et on en parlera notamment d'un. Vous allez voir que c'est encore très récent, ce type de pratique. Donc ces jeux n'ont pas forcément disparu. Revenons à nos moutons. Alors, voilà, vous avez Dozo Björg Olav. Alors Olav, le monsieur Olav, alors Björg Olav, pardon, si j'écorche son nom, enseignant-chercheur notamment à l'université de Liège. J'ai lu des articles de lui d'ailleurs. C'est pour ça que je savais que Liège était un peu à la pointe sur ce domaine-là, sur les cultures vidéoludiques. Indique que oui, il y a bien un risque de voir disparaître en fait ces supports numériques parce que le support physique ne sont pas éternels et s'ils ne sont pas archivés, une fois que le support physique aura disparu, tout simplement on va avoir des pans culturels qui vont disparaître. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, n'hésitez pas à rebondir. Les archives du net, oui, mais les archives du net sont parfois nettoyées et toilettées aussi quand vous avez des éditeurs qui estiment que ça touche à leur brousouf. Nintendo est spécialiste dans le domaine. Donc, on a quand même des éléments face à cette alerte en fait d'un support physique qui n'est pas éternel et de supports numériques qui finissent par disparaître au bon vouloir en fait des sociétés qui les ont créés. Tout simplement car elles estiment qu'il n'y a pas forcément d'intérêts commerciaux ou peut-être aussi se les mettre de côté de nos jours, je pense, plutôt pour dire si on faisait un remaster qu'on va pouvoir revendre, Nintendo on pense à toi, Konami on pense à toi, enfin bref, des éditeurs qui ont peut-être compris aussi l'aspect brousouf, mais peut-être que brousouf. Alors il y a quand même du changement là-dessus, Nintendo qui a fait un musée notamment à Kyoto sur le jeu vidéo, j'espère un jour pouvoir le visiter, où on a vraiment un élément dans le musée où on voit qu'ils mettent en avant leur patrimoine passé et des croquis notamment de Mario, Super Mario Bros sont consultables. Alors ça c'est génialissime et j'ai hâte de pouvoir le découvrir un jour ou l'autre. Alors ce patrimoine qui est en danger, qui risque de disparaître, qu'on ne pourra plus transmettre à des générations après nous. Vous pouvez me dire, il reste l'émulation. Oui, mais la légalité de l'émulation, comme vous le savez, elle est quand même moite. Alors heureusement que ça existe, c'est vrai, on peut le dire, parce que je pense qu'il y a tout un pan de l'histoire du jeu vidéo qui ne serait pas accessible au plus grand nombre s'il n'y avait pas l'émulation. Donc l'émulation, par un support software, on peut recréer en fait une expérience vidéoludique avec des jeux qui sont donc des ROM, donc des composants qui ne sont pas sur un support physique mais qui seront sur un format numérique. Et c'est vrai qu'on peut jouer à des jeux auxquels on n'avait pas joué à l'époque. Moi je sais, grâce à l'émulation, j'ai redécouvert la Neo Geo, quoi. Neo Geo, les jeux, ils étaient à 1700 francs. Donc voilà quoi. Donc 1700 francs, on voit ce que ça peut représenter, notamment en termes de coûts. Donc ouais, voilà. C'était des prix qui étaient complètement hallucinants à l'époque. Et c'est vrai que grâce à l'émulation, de nos jours, on peut jouer à ces jeux-là qui maintenant sont parfois très difficiles à trouver en cartouche et coûtent parfois encore plus cher qu'à l'époque. Enfin, donc la question du patrimoine et la question de l'émulation est un des éléments à prendre en compte pour cette sauvegarde-là. Et c'est vrai qu'il est dommage que les éditeurs ne saisissent pas trop la balle au vent en permettant des formules légales. Alors même si je reparle encore de Nintendo, mais Nintendo dans son abonnement online
permet de jouer à des jeux de manière en toute légalité qui sont des ROM, hein, et parfois avec des versions qui sont méconnues. Star Fox 2 en particulier, qui n'est jamais sorti, il est disponible sur l'abonnement online. Et donc là, on voit que ouf, heureusement qu'il a été conservé le jeu, alors qu'il était presque fini d'ailleurs. Il a quand même une histoire assez captivante ce jeu. Alors, j'espère que la musique est pas trop forte. Dites-moi si vous entendez pas ma voix sibylline et suave. Alors, après avoir vu ce danger, est-ce que c'est un danger? Est-ce que ce jeu vidéo est pas un support qui peut poser problème et qui n'est pas protégé? Alors, nous en France, on a notamment la BNF qui fait un travail assez incroyable. Alors, je vais vous montrer cette petite vidéo donc, qui était sortie sur la Paris Games Week il y a déjà un petit moment, qui explique en fait comment la BNF, alors c'est le CEL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. D'une salle de lecture, les livres s'alignent en rangées. Les ordinateurs. De la bibliothèque à la médiathèque, il n'y a plus de frontières à notre époque. Le mariage des genres est consommé avec le jeu vidéo qui s'invite désormais à la Bibliothèque nationale de France. Depuis 1992, donc sur un support qui est préservé à la BNF, hein, comme je vous l'ai indiqué, et donc qui permet à des chercheurs et des étudiants de se faire plaisir, hein, tout simplement avec des supports qui de nos jours sont plus forcément disponibles pour le chaland. Alors, on a quand même cette originalité en France d'avoir ce type de support. Alors, est-ce qu'il n'y a que en France? Vous avez aussi au Japon, par exemple, vous avez une structure qui existe depuis 1948 et qui préserve aussi des éléments culturels. Et le jeu vidéo, désormais, depuis les années 2000, en fait partie. Et d'ailleurs, dans un précédent hebdo, je vous avais parlé de cette situation où les Game Key Cards de Nintendo, donc sur Switch 2, qui sont en fait des cartes qui contiennent un code de téléchargement pour télécharger un jeu sur votre machine. Vous avez donc un support physique, mais vous n'avez pas le jeu qui est à l'intérieur. Donc là, on est quand même le loup qui rentre dans la bergerie du dématérialisé, Nintendo, qui veut toujours avoir un support physique, mais sans assumer qu'il va directement vers du démat, ce qui lui permettra de se faire plus de brosouf. Et pour l'instant, c'est un entre-deux un peu bâtard qui nous propose. Et donc, dans ces Game Key Cards, en fait, vous avez cette structure japonaise qui s'appelle Library quelque chose, je me souviens plus de son nom, qui a refusé les Game Key Cards parce que tout simplement, ne contenant pas le logiciel en tant que tel, et dépendant d'un serveur, ça peut pas être préservé en tant que patrimoine en tant que tel. Alors, vous pouvez me dire, mais est-ce que le dématérialisé total n'est pas un patrimoine? Si on peut le stocker et si on peut avoir la main dessus. Ce qui n'est pas forcément de nos jours le cas, justement, par le fait de ces serveurs-là qui dépendent de constructeurs, par exemple, ou d'éditeurs qui mettent à disposition leur jeu ou pas. Si ces éléments un jour seront sauvegardés, le patrimoine, de toute façon, est un concept qui évolue constamment. Mais c'est le fait qu'on ne puisse pas l'avoir comme ça librement accès bien des années après, et par le fait d'une volonté de destruction, de laisser aller, ou de complètement, d'éléments de personnes qui ne s'en occupent pas du tout, hein, qui conduit à des aberrations. Et donc dans l'article que l'on a vu au début, là, sur ces 87% alors je baisse un peu le son, c'est 87% notamment de supports numériques qui ne sont plus disponibles. Voilà. Donc vous avez une petite équipe chez PlayStation qui se charge justement de préserver l'histoire de la marque, uniquement PlayStation. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous avez donc notamment 3 personnes qui s'en chargent. Donc on a Garrett Friedley donc, et 2 autres personnes qui forment une petite équipe qui s'appelle la IP Preservation Team. Donc préserver l'histoire de la PlayStation tout simplement. Donc sur un support, je pense que ce serait un support sans doute numérique, sur plus de 3 décennies, donc déjà 30 ans. Hein. Et donc à ce jour, ils ont accumulé 650 téraoctets de données sur PlayStation. Donc là, on voit leur présentation notamment lors d'un diaporama d'entreprise, je pense. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. N'hésitez pas. Pour ceux qui viennent d'arriver, coucou à vous. Je vous paye un petit café ou une petite tisane. Pas de chicorée ici. Hein. Donc, leur objectif est de mettre en avant justement cette histoire du patrimoine sonyesque, tout simplement, pour ne pas l'oublier. Et donc, ils passent dans les studios de Sony, en particulier maison. Hein. Donc, les Guerrilla Games, je me souviens plus de tous les noms des studios. Ceux qui ont fait Last of Us, Naughty Dog, etc.
Donc voilà, c'est cette team donc de 3 personnes. Donc autant vous dire, ça c'est un boulot putain, que j'aurais aimé faire. Donc sauvegarde, code source, ressources artistiques, mais tout ce qui peut être lié au projet, hein, documentation, fichier audio, prototype et même artefacts culturels. Parce que tout simplement, c'est vrai quand ils développent des jeux, vous avez des éléments qui sont construits aussi par des artistes, des artisans, hein, et qui permettent aux équipes de pouvoir, en manipulant les textures, peut-être avoir une possibilité de mieux les reproduire dans le jeu, etc. Donc vous avez un ensemble de choses qui sont préservées par cette petite équipe de 3 personnes. Donc autant vous dire, c'est pas grand monde, hein. Donc il y a 2 centres de stockage à Las Vegas et à Liverpool. Et donc tous les studios qui bossent, qui appartiennent à PlayStation, hein, ils ont un gros travail pédagogique justement pour expliquer l'intérêt de leur démarche. Et donc cette PS1 intégrée dans une valise, utilisée par l'équipe marketing de Sony dans les années 90, ouais, pour les montrer aux journalistes, etc., à quoi elle ressemblait la console. Donc travail d'archivage qui remonte jusqu'en 1994, donc le Vault. Le plus ancien fichier du Vault remonte à 94 et provient du jeu Ark the Lade. Donc le problème c'est que voilà, ils doivent chercher des fichiers qui sont parfois dans les endroits inattendus, hein, car voilà, le classement n'est pas le propre des développeurs. Donc des concept art du jeu Hardware de Revolts dans le dossier audio. Putain, ce boulot de reclassement. Donc l'un des enjeux est de rendre le passé utile pour l'avenir, hein. Alors ça permet de construire aussi une histoire d'entreprise, hein. Soyons pas naïfs, hein. Ça contribue aussi à tout un narratif d'entreprise qui préserve son passé, etc. Donc bon, dans le bon sens du terme en l'occurrence, hein. Et donc ce travail permet au PlayStation Studio donc, de pouvoir se plonger dans ces éléments du passé, donc pour épuiser des ressources, etc. Donc il y a un élément aussi de continuité de vie d'entreprise. Et donc les studios internes de PlayStation sont sensibilisés afin de montrer que ça sert notamment la série TV de Twisted Metal, qui était un jeu donc qui est devenu en série. En fait, ils se sont inspirés de ces différents éléments de préservation pour pouvoir le faire. Donc il y a une utilité voilà, qui est commerciale, bien entendu, il va sans dire. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler de cet élément-là. Donc voilà, donc on a des boîtes qui s'inquiètent sur leur patrimoine et on parle de Sony, mais bon, vous savez que le jeu vidéo est une grande famille. On va pouvoir parler aussi par exemple d'autres éditeurs. Vous avez notamment Xbox qui avait quelques temps de ça fait une super expérience. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Alors je crois qu'il faut avoir un support Xbox, une console en particulier, où vous pouviez vous balader, mais peut-être sur PC c'était possible avec un navigateur. Vous pouviez vous balader dans un musée Xbox. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler au CLU, moi je l'avais fait, c'était génialissime en fait. En fait on était dans un musée virtuel, alors très jeu vidéo dans son aspect, et on se baladait devant des éléments qui parlaient de l'histoire de la série, de la marque Xbox, des jeux Xbox, etc. Alors c'était une expérience qui était temporaire. Malheureusement, Xbox ne l'a pas rendue définitive. Alors c'est à ça. Qu'est-ce que ça leur coûterait de l'intégrer dans leur machine, ça? Vous allumez la machine, vous avez cette icône-là qui vous permet musée virtuel et autres. Ils comprennent pas, je pense, l'intérêt de ça, de se dire ouais, les gens, ça les intéresse pas, les gamers, c'est des abrutis, ils comprennent rien, etc. Mais vous avez une histoire maintenant, les gars, assumez-la, quoi. Et donc, Nintendo l'a fait. Alors, Nintendo, le petit artisan de Tokyo, vous savez qu'ils l'ont intégré dans la Switch 2, mais c'est payant, ça coûte 9 €, hein. Surtout pour un truc tout moisi, bon, enfin bref, qui est pas terrible d'aspect, mais ils auraient pu le mettre gratuit, ça. C'est quand même incroyable, quoi. Et certes, une société est là pour se faire de l'argent, une entreprise, mais il n'empêche que quand vous avez une marque qui a une image comme ça, et qui désormais est ancrée dans la pop culture, vous avez aussi une responsabilité dans ce patrimoine que vous léguez en particulier. Et si vous voulez que votre marque elle prospère, c'est un élément mais qui est hyper important. Moi je sais que je chapeaute des étudiants sur les questions du patrimoine, mais je leur dis ils sont dans un secteur mais qui est en or. Alors, revenons sur cette question de patrimoine. On avait vu donc PlayStation, on a vu la BNF. On avait vu que voilà, ces jeux-là étaient menacés en tant que tels de disparaître et que le jeu vidéo est donc un patrimoine en tant que tel. Et en particulier, vous avez dans l'histoire actuelle, là, je ne sais pas si vous avez suivi cet élément, Ubisoft c'est encore, comment dire, a encore fait parler d'eux. Alors malheureusement, Ubisoft, des fois, ils font
souvent ils font pas parler d'eux en bien, donc que ça soit les problèmes judiciaires de certains membres, la tête pensante du studio avec des comportements toxiques condamnés par la loi, que ça soit des crushs dans certains studios, que ça soit des jeux qui sont pas forcément finis à la sortie, même si j'apprécie les productions Ubisoft, je le dis, en ce moment je suis en train de m'éclater, mais alors vraiment avec celui-ci, Star Wars Outlaws, et vraiment, mais pour moi c'est le meilleur jeu Star Wars qui n'est pas sorti depuis... je crois que j'ai pas eu une telle émotion depuis KOTOR. Donc vous voyez, on est une chaîne de vieux, Good Night Old Republic, etc. Donc excusez mon anglais du samedi matin. Depuis, je pense que j'ai pas eu un tel kiff sur un jeu Star Wars. Là, on est vraiment sur un super jeu. Il y a des vidéos qui sont disponibles sur Twitch et sur la chaîne Replay Histoire Explore. Alors, donc oui, pour revenir sur notre Ubisoft, je vous ai trouvé un petit article qui vous parle d'un jeu qui va peut-être sortir. Et là, vous allez voir qu'on va mettre le doigt sur la question de patrimoine. Hop. Alors, c'est sur videogamechronicle.com que je l'ai trouvé. On va le mettre en français. Donc, sur le remake de Assassin's Creed Black Flag, le très très grand jeu de pirates d'Ubisoft. Fantastique jeu. Alors moi, je sais que je l'ai refait l'année dernière ou cette année, en début d'année 2025. Je l'ai refait sur PS4 parce qu'il était ressorti dans un très beau remaster. Jeu que j'avais commencé à tâter sur le tout début de la PS4. Mais oui, non, mais il était même pas en remaster, c'était la version PS4 en fait. Un collègue me l'avait prêté avec sa PS4, mon cher coucou Vincent, qui me l'avait prêté pour que je teste la PS4. Donc déjà, belle claque depuis la PS3. Et puis je l'avais commencé, mais je l'avais pas fini. Et là, donc je l'ai racheté en occasion et je me le suis fait en intégralité. Et c'est vrai que c'était un très bon jeu. Et on comprend pourquoi il a sa base de fans en particulier, dans le sens que on est sur un jeu qui coche beaucoup de cases du gamer, que ça soit déjà la piraterie, donc et tout l'imaginaire qui va avec, la liberté qu'il y a dans le jeu, notamment d'exploration. Même si quand même on est sur de vastes ensembles maritimes qui peuvent faire un peu vide, mais bon, c'est la piraterie dans les Caraïbes. Et puis une histoire finalement qui tenait le bon bout avec un héros irlandais, si je ne me trompe pas, qui était tout aussi captivant. Et donc, Ubisoft qui plonge dans les vieilles marmites des remakes. Alors, si c'est pour refaire vivre des vieilles licences comme ça, pourquoi pas? Franchement, je trouve que c'est une très belle chose de pouvoir disposer pour des jeunes générations sur des supports modernes de jeux qui ont été modernisés. Et là, donc, ils amènent sur la PS5, c'est le gros truc. Sauf que le diable se cache dans les détails, comme vous le savez. Donc, le jeu va être remodifié. Donc, on serait plutôt sur non pas un remaster, mais vraiment un remake. Donc, le jeu est prévu de manière officieuse pour mars 2026. Donc, s'il est plus ou moins fini, donc est-ce que le travail sera atteint? Ça, c'est des sources internes à Video Game Chronicle qui l'indiquent, que c'est pas entièrement sûr qu'il sortirait en mars 2026. Il est développé par 2 studios internes à Ubisoft, celui de Singapour, qui a travaillé sur Black Flag au niveau des batailles navales. Vous savez que Ubisoft est quand même l'un des plus gros studios de jeux vidéo mondial, et c'est français s'il vous plaît, donc qui dispose de plusieurs studios, Montréal, Singapour, je crois en Ukraine, en Bulgarie, enfin bref, ils ont vraiment des studios de partout. Et concernant donc le développement d'un jeu d'une grosse licence comme Ubisoft, c'est plusieurs studios qui vont donner leurs pattes en particulier. Et donc là, Ubisoft Singapour, Ubisoft Bordeaux aussi qui a bossé sur Mirage, et Belgrade aussi, en Serbie. Donc, Black Flag, tout simplement, va être fait. Et pourquoi je vous en parle? Parce que, bon, à la limite, vous me dire, ouais, mais ils vont modifier le jeu d'origine. Alors oui, ils vont le rendre, ils vont mettre plus d'éléments d'RPG, etc. Donc c'est pour ça qu'on serait dans un remake en tant que tel. Mais le jeu d'origine est toujours disponible pour ceux qui le veulent. Donc là, on peut dire que l'élément est préservé. Mais ce qui est inquiétant, c'est que, en fait, dans ce remake, ils vont quand même très loin. Ils rajoutent du RPG, ils vont changer le gameplay pour le rendre plus fluide, etc. Et ils vont supprimer des pans d'origine du jeu. Et c'est là où Red Flag, ou je ne sais pas, mais vous me direz ça dans les commentaires si vous êtes d'accord. En fait, toutes les parties sur l'Animus, cette partie, on revient dans le monde contemporain, en fait, et on se rend compte du complot, du complot entre
Templiers et assassins, on revient dans ces éléments-là contemporains et on a la vie donc d'un descendant génétique donc du personnage en question qui est dans le jeu, donc qui est le pirate. Et donc ça c'est un peu la marotte des Assassin's Creed dès le premier. Hein. Et c'est vrai que certains joueurs trouvaient que c'était inutile ces comebacks et donc là ils ont été écoutés. Alors est-ce que c'est parce que les dernières itérations des Assassin's Creed, notamment Mirage et Shadows, ont commencé à balayer cet élément du aspect Animus passé où on se plonge dans les souvenirs de notre ancêtre génétique. Donc c'est un concept assez audacieux. Est-ce que Ubisoft a vu que les ventes étaient suffisamment bonnes pour se dire allez ça on le balaye et maintenant on va se mettre à fond dans une relecture historique? C'est peut-être possible. Et donc, ils veulent, dans le futur Black Flag, faire cela, c'est-à-dire se débarrasser de tous ces éléments contemporains pour se focaliser que sur l'histoire du passé. Alors moi, en tant qu'historien, franchement, je préfère quand il n'y a pas ce mélange SF époque du passé, hein, que c'est uniquement sur le passé. C'est peut-être pour ça que j'ai apprécié Shadows, que j'ai apprécié Mirage. Mais c'est vrai que le côté Animus, notamment dans les dernières itérations sur Valhalla, était pertinent. Alors je m'explique, pourquoi pertinent? Parce que tout simplement on a une relecture en fait même des mythologies, la mythologie humaine, hein, c'est-à-dire la croyance en des entités supérieures, donc en divinité. Et dans Valhalla on avait une lecture assez originale d'où venaient justement ces divinités en tant que telles, donc la scandinave. Et là on replongeait en fait dans ce côté histoire parallèle des temples des premiers peuples, qui se dégageait de cet aspect animus contemporain, etc., mais qui avait un aspect SF, mais qui en même temps amenait une forme de réflexion. Et ça, je trouve que c'était assez audacieux, notamment dans ce domaine-là. Par contre, l'animus, on replonge, comme Assassin's Creed 2 sur l'Italie, on replonge dans le passé, et on revient dans le présent, et on sort de Astergo, la société qui vend ces produits-là. Moi, ça m'avait complètement saoulé et perdu. Donc là, Black Flag, finalement, qui un choix audacieux d'évacuer cela, ça peut être intéressant en termes de lore de l'histoire. Par contre, c'est vrai qu'on a un élément qui est important dans cet élément du patrimoine du jeu vidéo, c'est qu'en fait, on a quand même des sociétés qui ont un support numérique qui est facilement malléable. Et dans ce cadre-là, on peut se demander si à force de manipuler et transformer en fait leurs produits de départ, et que les produits de départ finissent par disparaître, s'il n'y a pas une disparition d'éléments patrimoniaux. Ça se pose cette question-là. Si ces éléments-là sont archivés, stockés et disponibles, pas de problème. Mais si finalement, progressivement, ils sont effacés et modifiés en tant que tels, ben là, on a quand même un concept du patrimoine assez original. Alors, vous pouvez me dire, mais est-ce que ça n'existe pas des éléments du patrimoine comme ça, qui sont transformés et qui sont remis au goût du jour? Patrimoine physique, je l'entends, c'est-à-dire par exemple des bâtiments. Alors, en Europe, on n'aime pas, généralement. Donc, le concept du patrimoine en Europe est vraiment basé sur la grande loi de la protection du patrimoine de 1913, où on doit conserver le patrimoine dans un état le plus proche du passé, donc avec peu de modifications. Et ce qui explique pourquoi, par exemple, lors de la rénovation de Notre-Dame, on a vraiment été assez pointilleux sur la rénovation, même s'il y a eu des éléments nouveaux qui ont été intégrés par l'État, et notamment parce que un bâtiment historique appartient à l'État, notamment s'il a été construit avant la grande loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État pour les monuments religieux. Donc ça dépend de l'État et des communes en particulier. Et donc notamment dans Notre-Dame, vous avez eu des améliorations dans le bâti. Notamment pour monter dans les clochers, vous avez un escalier à double révolution là, qui est comme on peut le trouver à Chambord, qui évite que les visiteurs puissent se croiser et ça permet une meilleure fluidité pour accéder au clocher. Donc qui est tout en bois par contre, alors un travail d'artisan mais qui est maous. Hein. Donc là, il y a des concepts où on peut aménager ce patrimoine du passé, mais il ne faut pas que ça soit forcément visible. Et ce sont des aménagements qui doivent avoir une forme de consensus dessus. Mais si vous partez dans d'autres territoires, notamment asiatique, la question du patrimoine est complètement différente. Là, on peut se permettre de tout démonter pour tout reconstruire.
Vous avez différents bâtiments, notamment par exemple à Kyoto, des bâtiments qui datent du 8e, 9e siècle, hein, qui connaissent ce type de rénovation régulière tous les 20 ou 30 ans. Vous avez le temple d'Issé également, qui est un temple sacré shintoïste, si je me souviens bien, pareil, qui selon certaines périodes est redémonté et reconstruit à l'identique. C'est-à-dire que le patrimoine en fait n'est pas dans le bâti en tant que tel, vu qu'on le démonte et on le reconstruit. En fait, il se trouve dans l'art de le reconstruire. C'est-à-dire c'est un patrimoine immatériel en quelque sorte qui est transmis en fait par des artisans, des ouvriers, etc. Donc voilà, le concept du patrimoine, vous voyez, est très vaste et très malléable en tant que tel. Et voilà, sur le jeu vidéo, on a aussi cet élément-là. Est-ce qu'on peut remodifier intégralement le code d'un jeu qui touche à son patrimoine de base pour en créer une nouvelle itération, modernisée certes? Il y a un débat. Personnellement, je pense que le fait de l'archiver sera une des meilleures protections que l'on peut faire dessus. Donc ça a commencé à faire crier dans les chaumières. Vous savez que la population de gamers est toujours très tolérante quand on touche à son doudou. Et donc voilà. Donc ça serait bien un remake. Donc davantage de mécanismes de RPG, notamment en termes d'inventaire, donc basé sur les derniers Assassin's Creed. Bon, ça c'est une modernisation. Hein. Et là, c'est Ubisoft prévoit de supprimer le temps de chargement pour permettre aux joueurs de naviguer entre emplacements. Donc Assassin's Creed Odyssey l'avait fait. C'est vrai que quand on était sur la mer Égée, on n'avait pas de temps de chargement. Alors les temps de chargement étaient, je pense, dissimulés dans la pratique de navigation. Ça, c'était énorme, quoi. On se baladait d'une seule traite, sauf si on faisait bien sûr du déplacement rapide. Donc Edward Kenway, alors il est peut-être pas irlandais, le pirate d'Assassin's Creed, il est peut-être écossais. En tout cas un amateur de whisky, je sais, je me souviens, dans le jeu. Donc le jeu ne vise pas un remake complet à la manière d'un Resident Evil 2 et 3, ni un simple remaster. Nouveau moteur, celui de Shadows. Alors peut-être que ils vont intégrer sûrement la question du changement de saison, de cycle jour-nuit, qui sera beaucoup plus fluide, parce que dans Shadow, ça c'était super, c'était top. Ah, il va pas neiger dans les Caraïbes, hein, ne vous enflammez pas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, je vous l'avoue, effectivement... Ah ouais, donc c'est Vidéo Chronicle qui cite une brève de Jeux Vidéo Magazine, site français. Mais effectivement, ce ne sont pas dans les conditions habituelles. Je me permets un petit peu de vous annoncer... Le fameux Momo. Que ça fait déjà maintenant plusieurs semaines qu'on a enquêté et qu'on a recoupé des informations avec différentes sources internes à Ubisoft qu'on a anonymisées par rapport au remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Si on fait cette vidéo, c'est aussi parce que Assassin's Creed 4 Black Flag, à la base, c'est quand même un jeu qui sortait en 2013 et qui figure toujours aujourd'hui parmi les meilleurs Assassin's Creed, parmi les épisodes les plus appréciés, et d'ailleurs même pour certains, Black Flag est leur épisode préféré. Évidemment, il est assez logique que le remake de Black Flag suscite beaucoup d'attentes, de curiosité, mais également beaucoup d'envie. Et c'est dans le cadre de cette attente assez importante du côté du remake qu'on a voulu vous proposer quelque chose... Alors on voit le fan de Assassin's Creed, regardez tous les goodies qu'il a derrière, en arrière-fond là. Depuis février 2020. À gauche. Cette période-là, on a toujours cherché à proposer beaucoup de contenu diversifié, des formats longs, des formats courts, des formats éditorialisés, etc., etc. Par contre... Allez, blablabla, ok. Il convient déjà de répéter dans un premier temps que Ubisoft est dans une situation quelque peu complexe aujourd'hui. Et effectivement... Donc ça, c'est une brève de jeux vidéo sur ce nouveau remake qui s'annonce. Hein. Mais ça n'empêche pas aussi que... Oh là là, les passages de bataille navale étaient énormes sur le jeu. Le projet, et de ce qu'on a dit, les studios impliqués sont ceux de Belgrade, et il y a également le studio d'Ubisoft Bordeaux, qui a aussi quelques... Je sais que voilà, le présent va partir au profit justement. Alors s'ils enlèvent, voilà, où je vous l'ai pas dit, s'ils enlèvent des éléments du présent, en fait, avec la gestion de l'animus, ils vont également réintégrer, donc, en fait, ils vont élargir l'histoire principale.
notamment sur une femme pirate qui accompagne le héros principal. Donc ils vont rajouter à peu près 4 heures, c'était les chiffres qui tournaient, j'ai vu sur internet, 4 heures d'histoire en plus. Donc pour ceux qui ont bien aimé Black Flag, franchement, avec Barbe Noire, vous allez pouvoir vous éclater. Alors moi je sais pas si je le referai parce que vu que je l'ai fait récemment, voilà. Mais voilà, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Alors, donc n'hésitez pas à laisser un petit com hein, si vous voulez élargir le débat, notamment sur ce domaine-là. Donc la vidéo sera sur YouTube, sera aussi sur Twitch en particulier. Hein. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause.